Pas de grand show à l'américaine. Coronavirus oblige, le lancement de la campagne électorale américaine a des airs de téléconférence cette année. Une semaine avant les républicains, les démocrates ouvrent le bal. Maires de grandes villes, anciens rivaux comme Bernie Sanders, stars de séries comme Eva Longoria ou encore l'ancienne première dame Michelle Obama. Pendant 4 jours, les fidèles soutiens de Joe Biden chantent les louanges de leur candidat avant son investiture officielle par le parti. Il faut qu'on vote comme on l'a fait en 2008 et en 2012. Il faut qu'on fasse preuve de la même passion et qu'on place le même espoir dans Joe Biden. Néron jouait du violon pendant que Rome brûlait. Trump, lui, joue au golf. Ses décisions pendant la pandémie ont débouché sur 170 000 morts. La meilleure défense, c'est l'attaque. Le coronavirus et ses effets dévastateurs sur la société et l'économie américaine sont le talon d'Achille de Donald Trump. Le président candidat est en difficulté dans les sondages. Lui qui doit être investi la semaine prochaine, tente pourtant de retourner la situation à son avantage. J'ai confiance. On va gagner. On l'a fait. On a construit la meilleure économie dans l'histoire du monde. Et maintenant, je dois le faire à nouveau. Vous savez pourquoi? C'est Dieu qui me teste. Il sait que je l'ai déjà fait une fois. Je lui ai dit, alors, j'ai fait du bon boulot, hein? Je suis le seul à pouvoir faire cela. Il a répondu, tu ne devrais pas parler ainsi. Maintenant, tu vas devoir tout reprendre à zéro. À 2 mois et demi du scrutin, Donald Trump semble encore croire en un miracle. Est-ce que Trump peut encore gagner? Climat, Iran, Chine, Europe, qu'est-ce qu'une élection de Joe Biden changerait pour le monde? Voilà, et pour en parler ce soir, nous recevons François Clémenceau. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes rédacteur en chef de l'actualité internationale au journal du dimanche. Et selon vous, si Joe Biden est élu, il sera aussi dur que Donald Trump avec la Chine, mais il ne considérera plus l'Europe comme un ennemi, mais comme un partenaire. À vos côtés, Laurence Saïm, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes correspondante à la Maison-Blanche. Selon vous, cette élection qui oppose 2 hommes de plus de 70 ans est imprévisible. Leur état de santé est un facteur primordial et tout peut arriver. Et puis Gérald Olivier, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes journaliste franco-américain, spécialiste des États-Unis. Vous êtes également chercheur associé à l'Institut Prospective et Sécurité en Europe. Et selon vous, 4 éléments peuvent encore permettre à Donald Trump de gagner: le repli de l'épidémie, le rebond de l'économie, la santé de Joe Biden et d'éventuelles émeutes urbaines. Et pour entamer ce débat, c'est avec vous, Sonia, c'est une question d'un de nos internautes, c'est la question en 28 secondes. Que se passerait-il si Donald Trump refusait de reconnaître sa défaite? François Clémenceau, 2 mois et demi vont s'écouler entre le jour de l'élection, le 3 novembre, et l'investiture du président élu le 20 janvier. Si Joe Biden, imaginons, l'emportait le 3 novembre, que pourrait faire Donald Trump pendant ce laps de temps de 2 mois et demi qui suivrait l'élection? C'est une question totalement hypothétique et en plus un peu invraisemblable. Il n'y aura pas de résultat le 3 novembre au soir. Et c'est ça que les gens doivent bien comprendre. Parce que si effectivement le vote par correspondance, même à un faible niveau, finit par s'organiser à cause de la pandémie, on n'aura pas tous les résultats le 3 novembre. On aura des indications, mais on n'aura pas forcément de gagnant. Ni le 4, ni le 5, peut-être même ni une semaine après. Et donc la question, c'est comment Donald Trump va vivre ce laps de temps entre le soir du 3 novembre et, mettons, une semaine ou 15 jours plus tard. Est-ce qu'il acceptera de rester neutre, c'est-à-dire aux commandes pour gérer les affaires courantes en attendant d'avoir des résultats officiels, ou est-ce qu'il proclamera dès ce soir-là sa propre victoire, quitte à ce que, évidemment, ce soit plus compliqué ensuite, au moment où on dépouillera les votes par correspondance, qu'il qualifie d'ores et déjà, avant même que l'élection ait eu lieu, de fraude, et donc ce sera extrêmement compliqué. Donc il y aura de la tension, et ce sera dans cette tension-là qu'effectivement ce sera très compliqué de voir les États-Unis vivre cette période de transition. Elles sont toujours compliquées, mais celle-ci risque d'être encore plus compliquée que les précédentes. Alors, Xavier, en ce moment, c'est vrai que tout le monde a les yeux rivés sur les sondages, et c'est justement votre chiffre du jour. Oui, 27, comme 27%, c'est la probabilité pour que Donald Trump remporte l'élection présidentielle, contre 72% pour Joe Biden. Alors, 2 remarques, cette probabilité, elle a été établie par un site américain spécialisé dans le journalisme de données qui est plutôt fiable. Bon, mais deuxième remarque, en 2016, à la même époque, c'était pas très différent, c'était pas 27%, mais c'était 29% pour Trump seulement. Donc, il est très loin d'avoir perdu. Qu'est-ce qui pourrait lui permettre de l'emporter, Gérald Olivier?
Écoutez, tout ce qui va se passer entre aujourd'hui et le jour de l'élection. C'est vrai qu'il ne faut pas forcément se fier aux sondages. D'abord parce qu'aujourd'hui, les supporters de Trump ne vont pas forcément dire qu'ils le sont. Il y en a certains qui le font consciemment, d'autres inconsciemment, pour faire mentir les sondages. D'autre part, un certain nombre de gens sont déjà décidés. Vous avez des démocrates qui voteront contre Trump, pour Biden. Vous avez les supporters de Trump qui voteront pour lui, quoi qu'il arrive. Et entre les deux, vous avez un certain nombre d'indépendants ou d'indécis qui vont se décider d'ici 2 mois. Si l'économie redémarre, si la pandémie se replie, et si on a le temps de voir les effets de cette économie, on se retrouvera dans une situation qui est un petit peu celle où on était avant la pandémie, au mois de février, au mois de mars, et Donald Trump aura beaucoup plus de chances de passer. S'il arrive quoi que ce soit à Joe Biden est un homme âgé, mais non seulement il est âgé, il est fatigué, et ça se voit. Comment est-ce que ça va se passer si effectivement il y a un débat entre les deux hommes? Est-ce que pendant 2h30, il va être capable de supporter le feu d'un Donald Trump? Tous ces éléments vont rentrer en ligne de compte et peuvent faire en sorte que Trump y arrive alors qu'on ne s'y attend pas. Alors, Laurent Saïm, le correspondant du journal Le Monde, Arnaud Le Parmentier, a écrit cette phrase, je trouve qu'il résume bien, il dit « Donald Trump ne peut pas gagner, mais Joe Biden peut perdre ». Ça veut dire, en gros, est-ce que c'est aussi sa réputation de gaffeur, ses sorties aussi qui peuvent à un moment le faire perdre et lors des débats, à un moment le rendre fragile face à Donald Trump? Alors moi je pense que la donnée la plus importante c'est l'âge des 2 candidats. On a Donald Trump qui a 74 ans, on l'a vu il y a quelques semaines qui avait des problèmes de santé, on l'a vu rentrer d'un grand meeting, sortir de l'hélicoptère, il titubait. Il joue d'ailleurs très savamment dans ses déclarations et dans ce meeting qu'il avait fait il y a quelques semaines sur « je suis en forme », il a démontré pendant 10 minutes qu'il savait tenir un verre d'eau. Il a quand même 74 ans et il y a, quand on le suit quotidiennement, beaucoup de choses qu'on ne sait pas sur l'état de santé de Donald Trump, qui a été hospitalisé au Walter Reed Medical Hospital de Washington il y a quelques mois et on n'a jamais su vraiment ce qui s'était passé. Il y a eu beaucoup de déclarations contradictoires. L'autre aspect, c'est Joe Biden qui a 77 ans, qui a des problèmes de mémoire. On le voit, qui fait très attention à chacune de ses apparitions publiques en direct. Et vous avez raison de le dire, on ne sait pas lors d'un débat télévisé si en direct pendant 2 ou 3 heures, Joe Biden va tenir. Et il y a un thème de campagne qui est en train de s'inscrire, qui est le thème de la santé, avec Donald Trump qui exige que Joe Biden fasse des tests cognitifs et en ce moment, Joe Biden refuse toujours. Et je crois que l'état de santé de ces 2 candidats âgés, c'est quelque chose vraiment à surveiller dans cette campagne. Oui, Xavier. Oui, il y a aussi une question qui est largement montée quand même depuis la mort de George Floyd, qui est la question identitaire, qui est très fortement, qui se polarise énormément. Ça joue en faveur de qui dans cette campagne, vous pensez, Gérald Olivier ? Au départ, ça joue en faveur des démocrates. Mais vu l'évolution des choses, pour moi, c'est en train de jouer en faveur des républicains. C'est-à-dire qu'on observe un retour de bâton. Les émeutes qui, au départ, étaient parfaitement justifiées, enfin les émeutes, non, les manifestations qui, au départ, étaient parfaitement justifiées, ont dégénéré en émeutes qui ont duré au-delà du nécessaire. Les Américains moyens, les Américains de l'intérieur, les Américains aiment la loi et l'ordre. Ils veulent vivre en sécurité parce que sans sécurité, on ne fait rien. Si vous parlez de ne plus financer la police et qu'en même temps, vous avez des voyous qui investissent la rue et des émeutes avec des meurtres tous les soirs, les chiffres de la criminalité sont en train d'exploser dans un certain nombre de métropoles, vous avez de la part des électeurs un vote refuge où ils ne veulent pas de ce désordre, ils se rabattent sur le candidat de la loi et de l'ordre, et ce candidat, c'est Trump. Et pourtant, François Clémenceau, donc George Floyd, donc cet homme noir tué par un policier blanc, au début de l'été, on a vu ce mouvement mondial. Est-ce qu'aux États-Unis, est-ce qu'aujourd'hui, ça peut avoir une réaction dans les urnes ou tout simplement des abstentionnistes ? Oui, c'est très important, l'abstention et la mobilisation. C'est évidemment une clé de cette élection, mais j'allais dire, on est quand même malgré tout, et au-delà de ce que disait Olivier, dans un référendum pour ou contre Trump. Et c'est pour ça que c'est un peu une élection par défaut, et c'est pour ça que les faiblesses de Biden ne jouent pas tellement contre lui. Elles pourraient jouer en faveur de Trump. Mais j'allais dire, les électeurs, au final, se décideront sur est-ce qu'on veut 4 ans de plus avec cet homme-là, avec ses outrances, avec ses dérives, avec parfois ce qui rassure 35 à 40% de l'électorat américain, ou est-ce qu'on veut en finir, tourner la page et passer à autre chose avec un homme qui est certes âgé, mais qui semble beaucoup plus raisonnable, beaucoup plus proche finalement de l'Amérique réelle et un peu plus loin de cette Amérique identitaire qui part dans cette aventure pas contre l'Amérique elle-même, mais contre le monde entier. Et de ce point de vue-là, Biden offre des garanties de stabilité
vis-à-vis du monde qui entoure les États-Unis et qui est aujourd'hui très, très effrayé par la tournure des événements. On va en parler de ça, mais juste avant, justement, sur la question des Noirs américains, on va aller voir notre placard à archives qui va nous ramener le 26 septembre 1960. Ce jour-là, sur CBS, les téléspectateurs américains vont découvrir une chose inédite, le débat télévisé entre les deux prétendants à la Maison-Blanche. Et oui, Kennedy contre Richard Nixon. Rapidement, la question des Noirs américains s'invite dans la discussion. I'm not satisfied until every American enjoys his full constitutional rights. If a Negro baby is born, and this is true also of Puerto Ricans and Mexicans in some of our cities, he has about 1/2 as much chance to get through high school as a white baby. He has 1/3 as much chance to get through college as a white student. He has about 1/3 as much chance to be a professional man, about 1/2 as much chance to own a house. He has about 4 times as much chance that he'll be out of work in his life as the white baby. I think we can do better. I don't want the talents of any American to go to waste. Voilà, nous étions en 1960, mais Laurent Saïm, on se rend compte que c'est une question qui revient quand même à chaque élection américaine. Oui, le vote noir, c'est important, mais le vote noir, il est traditionnellement démocrate. Moi, ce que j'ai envie de dire, et je rejoins un peu ce que nos deux interlocuteurs ont dit, c'est ce qui se passe sur l'Amérique Floyd. C'est pas simplement une Amérique qui dénonce les brutalités policières, c'est une Amérique anti-Trump. Et ce qui me frappe aussi en parlant avec des gens dans les manifestations, c'est une Amérique qui rejette les politiques. Or, Joe Biden, pour cette Amérique-là, représente la politique traditionnelle, représente quelqu'un qui a été au pouvoir pendant des années, représente le camp Clinton qui n'est pas aimé par cette Amérique qui est dans la rue. Et aux États-Unis, vous avez à chaque élection 49% des gens qui votent d'un côté, 49% des gens qui votent d'un autre. C'est un suffrage très compliqué. Et il y a ces 2%, ces indépendants qui, d'un seul coup, dans certains États, basculent pour le camp démocrate ou le côté républicain. Ces indépendants, aujourd'hui, il y en a beaucoup qui sont dans l'Amérique Floyd, dans une Amérique qui rejette les politiques. Et c'est eux qu'il faut capter pour leur dire allez voter. Et on l'a bien vu cette semaine avec Michelle Obama, ses interventions. Ils sont très inquiets, les démocrates, que les gens n'aillent pas voter. Et il y aura vraiment à prendre en compte aussi ces indépendants qui comptent, déçus par les hommes et femmes politiques et qui doivent aller voter pour que Joe Biden puisse passer. D'ailleurs, hier, à la Convention démocrate, son discours, Michelle Obama avait un collier avec marqué « Vote » dessus. Donc, voilà. Oui, mais voilà. Ils veulent que les jeunes aillent voter et l'Amérique Sanders, pour le moment, est unie par force avec l'Amérique Biden, mais c'est une Amérique, l'Amérique Sanders, qui est très proche de Black Lives Matter et qui n'est pas complètement convaincue par l'Amérique que propose Joe Biden. Alors Sonia, on va voir avec vous que la présidentielle américaine se joue bien sûr dans les urnes, mais également dans les boîtes aux lettres. Et oui, le vote par correspondance est courant aux États-Unis, mais cette année, avec la crise sanitaire, évidemment, il devrait attirer un nombre record d'électeurs. Selon le New York Times, 76% des Américains pourraient voter par correspondance, ce qui représenterait près de 80 millions de bulletins envoyés par courrier. Mais ces bulletins arriveront-ils à temps? C'est la question qui se pose depuis que la Poste américaine a récemment fait savoir qu'elle ne serait peut-être pas en mesure de les acheminer, tous ces bulletins, à temps pour qu'ils puissent être comptabilisés. L'agence fédérale américaine qui est chargée de distribuer le courrier, dirigée depuis peu par un proche de Donald Trump, chercherait-elle à limiter la portée du vote par correspondance pour favoriser le candidat? Le débat fait rage ces derniers jours aux États-Unis, d'autant que Donald Trump lui-même a reconnu qu'il n'entendait pas faciliter ce vote synonyme, selon lui, de fraude massive, mais aussi, il le reconnaît, un vote qui favorise ses adversaires démocrates. Alors, Laurent Saïm, est-ce que Donald Trump a raison de considérer que plus il y aura de votants, moins il aura de chances de gagner? Je crois d'abord que voter aux États-Unis, c'est très compliqué. Et je crois que les Français ne s'en rendent pas compte. Vous allez passer votre permis de conduire et on vous dit pour quel parti êtes-vous, démocrate, républicain ou indépendant, et c'est marqué sur votre permis de conduire. Il n'y a pas de carte électorale. Et donc, pas dans tous les États, mais dans une majorité d'États. En tout cas, c'est vraiment compliqué. Et je crois que le vote par correspondance provoqué par la pandémie, c'est-à-dire on aura peur d'aller dans un bulletin de vote, donc on va voter par correspondance, c'est quelque chose qui va vraiment jouer dans l'élection 2020. Et on en parlait avant de venir sur ce plateau avec François Clémenceau et vous. Il peut y avoir une attente absolue et une pagaille et un scénario comme on avait vu entre Al Gore et Bush qui sera vraiment
complètement dingue par rapport à ce qui s'est passé en l'an 2000, avec beaucoup d'attentes par rapport à l'arrivée des votes par correspondance. Xavier. Quel serait le monde avec Joe Biden au pouvoir? Quels seraient les rapports des États-Unis avec le reste du monde? On va en parler à travers le cas de l'Iran. On va écouter les propos qui étaient tenus le 31 juillet dernier par le guide suprême iranien Ali Khamenei, qui a une nouvelle fois écarté toute éventuelle négociation avec les États-Unis, parce que selon lui, elle profiterait uniquement à la campagne du président américain. Mais écoutez particulièrement la manière dont Ali Khamenei parle de Donald Trump. Ce vieil homme au pouvoir a manifestement utilisé ces négociations avec la Corée du Nord pour faire de la propagande. Maintenant, il veut utiliser l'Iran pour l'élection du 3 novembre, à des fins personnelles. Alors, François Clemenceau, est-ce que Joe Biden pourrait revenir dans l'accord nucléaire iranien dont Donald Trump était sorti, mais accord qui avait été voté quand lui-même, Joe Biden, était vice-président de Barack Obama La réponse est oui. Et pour le coup, il y a un certain nombre de dossiers de politique étrangère qui divisent les démocrates entre eux. Par exemple, la question d'Israël, où les partisans de Sanders sont vraiment très opposés aux partisans de Biden. Mais sur l'Iran, il y a une forme d'unanimité au sein de l'appareil démocrate. Il faut revenir dans l'accord sur le nucléaire. Ce n'est pas pour faire plaisir à l'ayatollah Khamenei, c'est juste pour que l'Amérique puisse retrouver ses alliés, y compris d'ailleurs les Russes et les Chinois qui ont co-signé cet accord, pour faire en sorte qu'on en revienne à une forme d'apaisement. La pression maximale n'a jamais marché ces 4 dernières années. Et donc oui, Joe Biden veut apaiser un certain nombre de relations internationales très importantes. L'Iran, mais aussi la Chine. C'est-à-dire que même s'il est d'accord sur le diagnostic avec l'administration Trump sur le fait que la Chine est aujourd'hui dans une forme d'hostilité grave vis-à-vis des États-Unis, il est contre la méthode qui est employée. Encore une fois, c'est très important de distinguer tout ça. C'est la même chose pour l'Europe. Les États-Unis, depuis toujours, ont considéré que l'Europe était un partenaire, mais parfois aussi un concurrent. Le fait que Donald Trump ait mis sur un pied d'égalité l'Europe et la Chine, pour les démocrates et pour Joe Biden en particulier, c'est absolument innommable. Et donc, il veut rétablir ses relations avec les alliés traditionnels, l'Europe, Israël, le Japon, un certain nombre d'États au Proche-Orient, et faire en sorte que ce monde-là soit beaucoup plus apaisé que celui qu'on a connu dans l'imprévisibilité totale avec Donald Trump. Donc on serait, Gérald Olivier, que dans une histoire de méthode, de différence entre les deux hommes. Par exemple, Joe Biden a dit qu'il voudrait revenir sur l'accord sur le climat de Paris, donc c'est qu'une histoire de méthode. Non, pas du tout. Il y a des différences de fond qui sont fondamentales. Mais pour la question iranienne, pour en finir avec celle-là, oui. Je suis d'accord avec ce que dit François, mais ça ne va pas être une question de campagne. Parce que le peuple américain, lui, n'est pas du tout favorable à cet accord. Et si vous vous souvenez ce qu'avait fait Barack Obama, il avait fait non pas justement un traité, mais il avait fait un accord qui passait sans confirmation par le Sénat. Le Sénat où il y a des démocrates. Et un accord comme le JCPOA, celui dont on parle, n'aurait jamais l'assentiment du Sénat. Donc même si Biden veut revenir, il le fera d'une autre façon. Maintenant, changer de politique étrangère et réintégrer ce qu'on va appeler le concert des nations sans jouer les disruptors, enfin c'est un terme, c'est un anglicisme, excusez-moi, comme le fait Donald Trump. Oui, ça c'est une évidence, le perturbateur. Voilà. Il est évident que Joe Biden serait quelqu'un de beaucoup plus consensuel et on en reviendrait à une politique qui serait beaucoup plus proche de celle d'Obama. Maintenant, souvenez-vous, Obama n'était pas pro-européen. Obama est celui qui avait fait ce pivot vers l'Asie. Il considérait que la puissance montante, c'était la Chine. Donald Trump a décidé de confronter la Chine d'un point de vue stratégique et d'un point de vue commercial. On aurait une approche beaucoup plus conciliante de la part de Joe Biden. Donc sur ce dossier-là, il y aurait à la fois la méthode, mais aussi le fond. Et sur le climat aussi, Laurent Saïm, est-ce que c'est important dans cette campagne d'ailleurs? Oui, j'ai d'abord simplement envie de vous répondre un peu. Je ne crois pas que Barack Obama était contre l'Europe. Il avait effectivement envie d'être plus pro-Asie, mais il considérait surtout que les diplomates européens ne prenaient pas ses conseillers très au sérieux. Et à un moment, dans des sommets, je crois qu'il leur a fait savoir et que d'un seul coup, tout le monde disait, voilà, Barack Obama n'aime pas l'Europe. Mais Barack Obama était quand même très attaché à tout ce qui s'est passé dans notre histoire européenne. Souvenez-vous de l'affaire syrienne. Oui, mais je me souviens aussi que Barack Obama s'est engagé pour une élection présidentielle française pour que la démocratie passe par rapport à un autre parti d'extrême droite. Moi, ce que j'ai envie de dire, c'est que sur la politique étrangère, dans cette campagne électorale, pour les démocrates, la thèse principale, c'est restaurer l'image de l'Amérique dans le monde. Tout le monde
côté démocrate, est absolument catastrophé de voir de quelle manière le monde parle en ce moment des Américains. De quelle manière les Américains, chaque fois qu'ils voyageaient avant la pandémie, on leur disait « mais c'est terrible, vous avez Donald Trump, etc. » Et les démocrates, ils ont envie que l'Amérique, d'une certaine manière, retrouve cette belle image et ils vont au-delà des dossiers diplomatiques, de l'Iran, de la situation avec Israël, beaucoup dans la campagne qui vient jouer là-dessus. On va retrouver un peu une image d'une Amérique que le monde aime. Et ils ont vraiment l'impression que l'Amérique, en ce moment, est détestée avec Donald Trump. Mais François Clémenceau, sur la question du climat en particulier, qu'est-ce que ça pourrait changer l'arrivée de Joe Biden au pouvoir? Je ne dirais pas tout, mais en très grande partie. C'est-à-dire que Joe Biden, appuyé par des grands gouverneurs, des grands maires de très grandes villes américaines qui ont déjà pris position et qui ont déjà agi contre l'administration Trump pour revenir dans les accords de Paris, pour les appliquer et même parfois pour aller au-delà des ambitions des accords de Paris. C'est cette Amérique-là qui sera aux côtés de Joe Biden pour revenir dans les accords de Paris et pour faire en sorte que l'Amérique retrouve sa place dans la lutte contre le réchauffement climatique. Donc oui, ce sera très important. Ça ne se fera pas du jour au lendemain, mais en tout cas, il y a une détermination. On le voit aussi avec les différents élus démocrates qui ont été élus dans la vague de 2018, qui veulent imposer ce Green Deal au Congrès. Il y a une force écologiste chez les démocrates américains, qui n'existait pas il y a encore 8 ou 15 ans, qui est là et qui travaillera avec Biden pour que ça marche. On en parle dans cette campagne, justement? Bien sûr qu'on en parle. Ah oui. Et Kamala Harris, on l'a vu déjà dans ses premiers discours, parle du Green Deal. Et la jeune génération démocrate en parle. Alexandra, celle qu'on surnomme AOC, hein, qui est quand même quelqu'un qui a fait le Green Deal. Et l'écologie, c'est au cœur de la campagne démocrate américaine. Voilà. Et Kamala Harris, peut-être la future vice-présidente, on ne sait pas encore, de Joe Biden. Voilà. Cela dit, Alexandria Ocasio-Cortez, dont vous parliez, qui est élue au Congrès. L'aile gauche, l'aile radicale du Parti démocrate, elle parle aujourd'hui, elle a 1 minute. John Kasich, qui est un républicain qui est contre Trump, il a eu 6 minutes hier. Et le Green New Deal n'a pas été inclus dans le programme des démocrates. Parce que les démocrates... Ouais, c'est pas signé, mais pour l'instant, c'est pas de temps. À mon avis, Joe Biden aura quand même besoin de cette Amérique-là pour passer en novembre prochain. Il aura besoin du centre. Une primaire se gagne aux extrêmes et une élection générale se gagne au centre. Donc l'écologie est devenu un thème politique. Tout le monde plante des pâquerettes et dit qu'il faut aimer les pâquerettes pour passer. Mais de manière globale, on est là-dedans maintenant. Donc tout le monde aime évidemment parler du réchauffement climatique et faire en sorte qu'on va aimer les pâquerettes. Voilà, c'est à suivre. En tout cas, la convention démocrate cette semaine et la convention républicaine la semaine prochaine. Merci beaucoup à vous trois d'être passés par 28 minutes.